tous, à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Je disais juste que j'espérais que vous n'aviez pas fait une overdose de chocolat ou d'agneau. Peut-être vous êtes encore à table. Non, je rigole, ça m'étonnerait quand même. Vous avez dû déjà sortir de table. En tout cas, je suis hyper contente d'être là avec vous. Comme j'avais expliqué à ceux qui ont déjà suivi les autres lives, je le redis ici, le dimanche sur Facebook. Voilà, je suis revenue, vous êtes là, je suis désolée, ça bug, j'espère que c'était juste au début, une mauvaise petite passe. Je vois que vous êtes là, ça me fait super super plaisir. Euh, vous parlez de vin rouge. La dernière fois sur Facebook, dimanche dernier, on avait parlé de vin blanc. Et cette fois, je voulais vous parler de vin rouge, sachant que le dimanche, on suit le rythme de mon cours d'œnologie qui a été édité chez Duno il y a quelques temps. Et c'est un cours d'œnologie hyper ludique, très, très facile à suivre. Et je vais le parcourir un petit peu avec vous le dimanche sur Facebook. Même, voilà, la connexion est revenue. Merci. J'ai l'impression qu'il faut que je parle hyper, hyper, hyper vite jusqu'à ce que la connexion s'arrête et que je recommence. Je suis vraiment désolée. Voilà, c'est comme ça la bande passante. J'essaie d'en prendre un tout petit bout, mais on dirait que la bande passante n'est pas très coopérative avec moi. En tout cas, les vins rouges sont le sujet du jour. Et donc pour entamer cette petite discussion que je vais avoir avec vous, et je compte sur vous pour intervenir et poser vos questions, évidemment, c'est très important. Pour les vins rouges, on utilise évidemment plusieurs variétés de raisins selon les endroits où on se trouve sur le périmètre, mais on peut aussi les utiliser soit tous
Ah, voilà, c'est revenu. Excusez-moi de m'interrompre comme ça de temps en temps. C'est dû au mauvais réseau. En tout cas, je disais que les vins rouges, on peut les faire soit avec un seul cépage, soit en assemblage avec plusieurs. C'est selon les régions, on n'a pas les mêmes pratiques. Il y a des raisons historiques, des raisons de terroir, des raisons d'endroits qui va mieux avec tel ou tel cépage. Et puis, il y a aussi des pratiques historiques qui se font de cette manière. Oh non, ça prend trop longtemps. Ça prend plus longtemps que... Ah voilà, je suis revenue. Alors donc, je parlais de la différence entre les assemblages, par exemple à Bordeaux, et les monocépages qu'on utilise plutôt en Bourgogne ou en Alsace ou dans d'autres endroits comme ça. C'est plutôt fréquemment que dans la moitié nord, c'est en monocépage, et dans la moitié sud, où c'est plutôt en assemblage. Alors les vins rouges aussi se gardent mieux que les vins blancs. Et la raison pour cela, c'est que les rouges sont moins sensibles à l'oxydation. Et effectivement, on a plus l'habitude de garder les vins rouges, de conserver les vins rouges en cave pour les... Voilà. Alors, est-ce que vous sauriez me dire quel cépage vous connaissez qui font du vin rouge? Quelle variété de raisins? Dites-moi, nommez-les comme ça, à la volée. Qui connaît? Alors, je vous écoute. Il y a peut-être un petit décalage, hein. Sinon, si vous donnez votre langue au chat, je vous en donnerai un ou deux et vous allez pouvoir, à mon avis, fouiller dans vos mémoires et vous allez en trouver. Par exemple, on parlait de la Bourgogne tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on utilise comme variété de raisin rouge en Bourgogne? Dites-moi. Alors, alors, dites-moi. Oh, vous êtes revenu, moi aussi. Alors, un cépage rouge bourguignon. Allez-y. S'il y a un petit décalage ou pas. Alors, je vous ai dit... Ah, quelqu'un dit pinot noir. Ben, bravo. C'est vraiment le cépage majoritaire. C'est vraiment le cépage majoritaire. Il y en a un autre, pas mal utilisé en Bourgogne aussi. Et en même temps, est-ce que, à votre avis, en Bourgogne, toujours en Bourgogne, on produit plus de vin rouge ou plus de vin blanc? Si vous pouvez glisser ça au passage dans vos réponses, ce serait top. Mais j'ai
Voilà. Je suis désolée, je vous perds, je vous récupère, je vous vois partir, je vous vois revenir. C'est la faute à la mauvaise connexion. Pinot Gris. Alors, Pinot Gris, il y en a un petit peu en Bourgogne, effectivement, mais il y en a surtout en Alsace. Et en plus, c'est un cépage qui fait des vins blancs, majoritairement. Mais il y a aussi du Pinot Gris, un petit peu en Bourgogne. On en fait du gris, comme à Joigny, par exemple. Bien joué, bravo. Très 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 bonne réponse. Alors bon, ça c'était pour vous faire un petit peu réagir sur les différents cépages qu'on trouve. On parlait un petit peu de la vallée du Rhône. Eh bien dans la vallée du Rhône, extrêmement frustrant de mon côté. Voilà, eh bien, je suis vraiment désolée pour tout ça. En tout cas, oui, quelqu'un d'autre, Antonio, a dit Pinot Noir. On reparlait comme tout à l'heure de la Bourgogne. Alors, ça c'était pour parler des différentes variétés de raisins. Donc, je récapitule. Selon les régions, il y en a plusieurs. On a parlé du Bordelais. Dans le Bordelais, il y en a particulièrement en assemblage. Il y a du Merlot, il y a du Cabernet Sauvignon, il y a du Cabernet Franc. Dans la vallée du Rhône, il y a de la Syrah, il y a de Grenache, Mourvèdre, une multitude d'autres cépages en plus petite proportion. Tout comme dans le Languedoc, dans le Roussillon, on utilise un petit peu les mêmes variétés de raisins. Alors, ça c'était pour le petit quiz sur les différents cépages qu'on utilise pour les vins rouges. Voilà. Alors, je regarde aussi un petit peu qui est arrivé entre-temps pour vous saluer et pour vous dire à quel point je suis contente. On a dû en perdre quelques-uns à cause de la mauvaise connexion. Bon, bonjour Fabrice, contente que tu sois là. Alors, je voulais aussi vous parler des différences entre les styles de vin rouge. Alors, on peut les diviser, à mon avis, en trois parties différentes. Il y a à la fois les légers, un peu fruités, on va dire, les vins plutôt légers. Il y a ensuite ceux qui sont mi-corsés, voilà, un petit peu plus opulent, avec un petit peu plus de corps et une structure plus marquée. Et puis après, dans une autre catégorie, il y a des vins qu'on qualifierait plus de vins de garde. Les vins de garde, ils ont des qualités qu'on ne trouve pas chez les autres et qui permettent de les conserver plus longtemps. À votre avis, qu'est-ce qui permet de conserver les vins un petit peu plus longtemps et quels seraient les vins qu'on garderait plus volontiers par rapport à d'autres? Est-ce que vous sauriez me dire ça? Là, c'est un peu la prof qui fait l'interro à ses élèves. Quel vin mériterait d'être gardé par rapport à d'autres qui mériteraient plutôt d'être dégustés rapidement et plus vite sans qu'ils gagnent vraiment à être conservés? Hein, voilà, c'est revenu. Hop, ouais. J'ai l'impression de vous perdre au passage. Je suis tellement désolée, c'est lié voilà, une mauvaise connexion. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Donc, on parlait des trois
types de vins différents dans les styles de vin, du plus léger au plus puissant, ou à ceux qu'on mériterait de garder un petit peu. Quelqu'un dit les grands crus, ben voilà une bonne réponse. Les grands crus, ce sont des vins qui sont en général issus d'un terroir qui a beaucoup plus de caractère. Donc en fait, ce sont des vins qui parlent plus fort, qui ont plus de choses à dire et qui réunissent des qualités qu'on ne trouverait pas dans d'autres vins. Par exemple, ils ont une structure tannique plus marquée, ils ont plus de tanins, ils sont plus rigides, plus fermes au démarrage et avec le temps passé en bouteille dans une bonne cave, ces tanins s'assouplissent un petit peu et les arômes, la personnalité se complexifient de plus en plus. Marie dit on garde les plus puissants. Effectivement, les plus puissants, si on les dégustait trop jeunes, on s'en prendrait un peu plein la figure. On aurait l'impression qu'on a raté quelque chose. Alors que si on attend un petit peu et qu'on laisse le temps agir en bouteille, dans une bonne cave, et bien effectivement, la puissance devient raffinée. On gagne en élégance et en complexité. Et surtout, les arômes qu'on avait au départ, les arômes de fruits, éventuellement de boisés qui sont assez marqués au départ, et bien petit à petit, on passe à une autre famille d'arômes et après encore une autre famille d'arômes. Et puis, au moment opportun, ça dépend des millésimes, ça dépend des vins, on les ouvre et là, on va pas dire un meilleur vin, mais on va dire qu'on a un vin qui a gagné en complexité, qui a gagné en raffinement. Et peut-être même que ces vins-là méritent d'être carafés. Est-ce que vous... Bonjour Thibaut. Est-ce que vous carafez les vins, vous? Les vins... Ou quel vin vous carafez plutôt? C'est plutôt ça la question. Dites-moi. Il y a un petit décalage peut-être. Hein. Moi, je profite quand même que la connexion soit pas si mauvaise là pour l'instant pour continuer à discuter avec vous. Voilà, je parlais du carafage. Est-ce que vous avez comme habitude de carafer les vins? Et si vous avez cette habitude, vous l'utilisez pour quel vin par exemple? Dites-moi. Après, je vous donnerai ma réponse. Si vous ne l'avez pas dit, vous pouvez donner votre langue au chat. Hein. Coucou Thibaut, je te vois. Je vois que tu es là. Alors, dites. Alors, je vous donne un petit indice. Quand on met un vin dans une carafe, qu'est-ce que ça fait comme effet? Voilà, quand on... Regardez, je le fais là pour vous. Quand on met le vin dans la carafe, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps-là, le vin est en contact avec l'oxygène, avec l'air. Et c'est ça qui est un grand bénéfice sur le vin, ça l'oxygène. Alors Isabelle dit qu'elle carafe surtout les vins du sud, absolument. Et les vins trop jeunes. Ah, ok, deux bonnes questions. Et les vins réduits aussi. Les vins réduits, ça répond à la question sur l'oxygénation dont je viens de parler. Quand il y a un petit peu de réduction, le fait de un peu brusquer le vin et de l'envoyer en contact avec l'air, effectivement, ça enlève cette petite réduction qu'on a parfois dans les vins qui ont été enfermés dans leur bouteille un petit peu longtemps. Alors, les vins du Sud, oui. Les vins du Sud, pourquoi? Parce qu'ils sont denses, ils sont très concentrés. Et le fait de les aérer, en fait, c'est comme si on déliait un petit peu le vin. Ça veut dire qu'au départ, on a une structure très dense, très concentrée, un peu ferme. Et le fait de l'oxygéner, et ben tout d'un coup, les tanins, ils se délient et ils s'assouplissent et on a un vin qui est beaucoup plus tendre, beaucoup plus facile à comprendre. Et c'est le cas évidemment des vins du Sud parce qu'ils ont eu beaucoup de soleil. Mais là, vous m'avez entendu parler de tanins. Est-ce que vous savez
comment décrire les tanins, d'où ils viennent et ce que c'est exactement. Le fait de dire « Oh, ce vin est très tannique », ça veut dire quoi à votre avis? Je vais vous le dire dans une seconde. Mais c'est comme un petit exercice que vous pourrez faire à la maison. Imaginez que vous prenez un sachet de thé dans une tasse d'eau bouillante et que vous partiez faire autre chose et tout d'un coup, oh zut, j'ai oublié mon thé. Vous revenez, vous enlevez le sachet et vous goûtez le thé et là, tout d'un coup, c'est hyper asséchant en bouche. C'est sec, c'est carrément sec et presque astringent. Et bien dans les vins rouges, c'est la même chose. On a aussi cette impression en bouche quand les vins sont très tanniques. Et le fait de les carafer, de les oxygéner, ça permet aux tanins justement d'être moins agressif et de pouvoir être plus souple et plus comme une caresse en bouche plutôt qu'une agression. Pour développer les arômes, Lola nous dit que le carafage sert à développer les arômes. Exactement. C'est un autre avantage du carafage. Effectivement, vous vous souvenez quand on a dégusté, quand je vous ai montré comment on déguste la dernière fois, entre le premier nez et le deuxième nez, c'est-à-dire après oxygénation, et bien tout d'un coup, les arômes remontent en haut du verre et là, effectivement, ils sont développés grâce à l'oxygénation. C'est pareil dans un vin, dans une carafe, pardon. Quand le vin a été coincé dans sa bouteille un grand moment, et ben finalement, il est un peu comme ça. Et le fait de l'oxygéner, de le sortir de sa bouteille, et bien c'est comme le génie qui sort de la lampe. Tout d'un coup, il va pouvoir dire ce qu'il a à dire. Et on va retirer beaucoup plus de choses à dire, beaucoup plus d'intérêt quand on a le tableau complet du vin et pas seulement des petits morceaux. De toute façon, vous avez peut-être remarqué, à table, on vous sert le vin, vous servez le vin, on discute un peu avec ses invités, enfin à l'époque où on pouvait avoir des invités à table, et puis on prend une petite gorgée, on discute, on prend une petite bouchée, etc. Et puis on reprend son verre quelques minutes plus tard, et puis là on se dit, bah, c'est bizarre, il a changé, c'est pas du tout la même chose que tout à l'heure. Et bien ça c'est l'effet de l'oxygénation. Donc il faut donner au vin le plein pouvoir grâce à l'oxygénation. Ça peut être simplement d'ouvrir la bouteille à l'avance, hein, pas forcément de l'envoyer dans une carafe. Hein. Il y a certains vins qu'il vaut mieux ouvrir que carafer. Jérémy Martin nous dit pépins et rafle. Et oui, c'est de là que viennent les tanins. On peut même ajouter un petit peu le fût de chêne. Parfois, quand on utilise le fût de chêne en vinification, en élevage, ça peut ajouter un petit peu de tanin, exactement. Donc dans les pépins, il y a des tanins. Ce n'est pas forcément les plus agréables. Hein. Quand on croque un grain de raisin, parfois il y a de l'amertume dans le pépin. C'est pour ça qu'il faut faire attention de récolter les raisins au bon moment, quand les pépins sont bien bruns et pas verts. Et puis les rafles, c'est les queues des raisins. Les rafles, c'est ce qui rattache la baie de raisin au cep. Voilà. Donc ça, c'était sur la partie tannique. Alors, est-ce que vous avez un vin rouge devant vous ou est-ce qu'on fait semblant comme si vous en aviez un? Moi, j'aurais bien voulu déguster ce vin avec vous avant de répondre à vos questions. J'ai l'impression que la connexion est bien revenue, donc n'hésitez pas. Préparez vos questions. Je répète pour ceux qui n'étaient pas là au début qu'on suit le dimanche soir. On suit mon cours d'œnologie. C'est un livre que j'ai écrit chez Duno. Donc voilà, il y a plein de chapitres. On les suit un peu les uns derrière les autres. Et là aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, on en est à la page des vins rouges. Voilà. Alors, je voulais déguster ce très joli vin avec vous. On parlait tout à l'heure du fait que parfois on utilise un monocépage et parfois on utilise
les vins en assemblage. Évidemment, chaque variété de raisin, et on les suivra chapitre après chapitre, hein, bien sûr, mais chaque variété de raisin a ses particularités. Il y en a qui sont très peu tanniques, justement. C'est le cas, par exemple, du pinot noir et je vois une question en même temps, Jérémy, le fût n'est pas censé attendrir les tanins plutôt que d'en donner? Ah, très bonne question. Excusez-moi, du coup, je coupe sur les assemblages et je réponds à Jérôme parce que, effectivement, euh, quand on utilise le fût, effectivement, ça donne un petit peu de rondeur parce qu'il y a cette micro-oxygénation qui se fait à travers les pores du bois et qui effectivement peuvent attendrir le vin. Mais je disais ça tout à l'heure aussi parce que dans le cas où on utilise un fût neuf, par exemple quand on fait une vinification intégrale en fût, eh bien le vin agrippe, attrape et absorbe un petit peu les tanins du bois neuf qui sont beaucoup plus marqués que les tanins de bois qui a déjà servi à plusieurs vins. Voilà pour répondre à la question. Merci Jérôme, c'était une super bonne question. Donc je parlais des assemblages. Chaque variété de raisin, on les verra plus en détail au fur et à mesure des petits chapitres qu'on verra ensemble le dimanche soir. Et donc chaque variété de raisin apporte quelque chose de différent. On parlait du pinot noir tout à l'heure, c'est un cépage qui a la peau très fine, donc il donne très peu de tanin. Il y a d'autres cépages qui ont la peau beaucoup plus épaisse, c'est le cas du cabernet sauvignon par exemple, qui donne du coup des vins beaucoup plus tanniques avec plus de résistance aux papilles, hein, des vins plutôt qui font des vins de garde. Et puis il y a la Syrah par exemple, qui est aussi un cépage qui a une sacrée force de caractère, à la fois en arôme et puis aussi en structure. Selon où on la trouve, on a des structures plus ou moins marquées. Et du coup, on la trouve soit toute seule, soit en assemblage. Et puis, il y a d'autres variétés qui ont chacune leur caractère, avec plus ou moins de facteurs de reconnaissance. Hein. Parfois, on s'amuse en dégustation à l'aveugle avec certains arômes. On se dit, oh, ben ça, évidemment, c'est tel ou tel cépage. C'est parfois le cas du gamay. Au moment des primeurs, hein, quand on sent les arômes un peu voilà, très très fruits, très je sais pas, j'ose pas dire banane parce que c'est franchement pas toujours le cas, mais voilà, c'est des arômes assez facilement reconnaissables. En tout cas, j'ai dit gamay, j'ai dit syrah, tout ça c'est pour vous parler de ce vin qui est un assemblage de 60% de syrah et de 40% de gamay. Et c'est un vin qui est produit par la famille Mussine, qui produit principalement des très très beaux gros ermitages. Et ils produisent également ce vin qui s'appelle Gam-Si, parce qu'il y a du gamay et de la syrah. Et c'est vraiment inédit, ce vin, pardon, Gam-Si. Et donc c'est un IGP colline rhodanienne, parce qu'évidemment on n'a pas le droit de mettre de gamay dans les gros ermitages. Donc c'est intéressant parce que, je vous disais à l'instant, la syrah est un cépage voilà, avec de la force, avec des tanins, avec beaucoup de puissance, etc. Des épices. Et le gamay est un cépage qui ressemble au pinot noir, qui est beaucoup moins tannique, qui est beaucoup plus doux. Donc vous pouvez imaginer facilement, en visualisant la syrah épicée, dense, riche, et à côté, le gamay, beaucoup plus doux, plus lisse, peu tannique. Et donc l'un avec l'autre, c'est un qui est hyper équilibré et qui est vraiment super. Voilà. Alors, du coup, là, aujourd'hui, on n'a pas tous le même vin. Je vous promets qu'on fera un jour une dégustation où il faudra que vous veniez avec un vin précis pour qu'on puisse le déguster ensemble et qu'on trouve tous à peu près les mêmes choses. En tout cas, sur ce 60% Syrah, 40% Gamay, je salue au passage la famille Mussine qui, avec leurs 3 filles, font absolument des merveilles. Chez 3 x 20, on a utilisé
comme vin dans nos box de vin, les vins de cette famille. Et c'est vraiment, vraiment à chaque fois un vrai succès. Nos abonnés adorent. Alors, donc, dans ce gamme-ci, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, j'espère que oui, à travers un peu de lumière, le vin n'est pas complètement opaque. Si c'était un Gros Hermitage de chez eux, on aurait vraiment, on verrait pas les doigts à travers le verre parce que la Syrah est très 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 dense. Mais comme elle est assemblée avec du Gamay qui est beaucoup moins opaque, et ben ça fait un vin au travers duquel on voit très facilement ses doigts, la lumière, ses rubis, très très joli, brillant, absolument magnifique. Et au nez, on a à la fois les arômes de fruits frais qu'on trouverait dans un Gamay et on a le côté épicé de la Syrah. Et ça fait que l'un avec l'autre, on a une belle complexité parce que les arômes s'ajoutent les uns aux autres. Alors, vous savez, hein, vous vous souvenez, on tourne comme ça, on crée une petite tornade à l'intérieur du verre. Et avant que la tornade ne cesse, comme ça, je recommence, on remet son nez dedans pour avoir plus d'arômes une fois qu'ils ont été aérés, une fois qu'ils ont été oxygénés. Et finalement, si on fait ça plusieurs fois, à chaque fois on va trouver des choses un petit peu différentes. Là on a les épices qui arrivent, on ne les avait pas au départ, on avait juste le fruit. On avait l'impression qu'on était plus dans le Beaujolais que dans la vallée du Rhône. Et là tout à coup, on a les épices qui arrivent et on a cette particularité un peu ensoleillée de cette très très belle région viticole. Alors, je vais le déguster. J'ai l'impression d'être toute seule, mais je sais que vous êtes quand même là. Je vais le déguster. Peut-être vous pouvez faire pareil avec le vin que vous avez devant vous. Je vous montre comment on fait. Là aussi, j'ai ajouté de l'air. Vous avez vu? J'ai fait comme si j'avais une petite carafe en bouche. J'ai mis le vin en bouche. J'en ai tapissé toutes les papilles gustatives et puis j'ai ajouté de l'air. Comme si j'avais versé le vin dans une carafe. C'est exactement la même chose. J'ai versé le vin dans ma propre carafe. Et là, j'ai eu un côté juteux, mais vraiment, vraiment super. On a l'impression que ça éclate en bouche, comme si on croquait dans de raisin. C'est vraiment superbe. C'est un vin qui irait magnifiquement bien avec une viande juste grillée qui soit encore un peu saignante, un peu comme ce vin. Un côté très 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 éclatant, très très juteux. C'est exactement ça. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que vous avez comme vin devant vous, ou peut-être ce que Isabelle demande? Pourquoi ne pas goûter avant de sentir? Ça c'est une bonne question. Je me la suis jamais posée, je l'ai jamais entendue, mais effectivement pourquoi pas. De toute façon, comme les arômes évoluent avec l'oxygénation, l'idée c'est aussi de faire. On peut faire dans les deux sens. C'est juste voilà un ordre plus habituel. Mais pourquoi ne pas goûter avant de sentir? Absolument. Bien sûr. Moi je vois aucun inconvénient et on peut revenir de toute façon de l'un à l'autre. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous disais déjà? Oui, je voulais savoir ce que vous aviez devant vous comme verre. C'est encore l'heure de l'apéritif, ou c'est l'heure de l'apéritif. Si jamais vous n'avez pas de vin, qu'est-ce que vous allez avoir comme vin pour votre dîner? Comme ça, je pourrais vous donner un petit peu des petits renseignements sur le profil que vous pouvez attendre, ou éventuellement s'il vaut mieux le carafer ou pas. Vous vous souvenez tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas encore... bonjour Guillaume. Pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, on a parlé des vertus du carafage. Et je répète que ce n'est pas fait pour tous les vins. C'est pour ça que vous pouvez me poser la question de savoir, vin par vin, ce qu'il vaut mieux faire, carafer ou pas. Dites-moi. Oui, j'attends parce que je sais qu'il y a toujours un petit décalage.
Marsanne. Alors, Marsanne, c'est un vin blanc. La Marsanne, c'est un vin blanc. Donc ça, c'est un super vin d'apéritif. J'imagine, Isabelle, que c'est ce que vous allez ou ce que vous êtes en train de déguster pour l'apéritif. Alors, la Marsanne, c'est un cépage sudiste qui finalement a besoin, qui est quand même assez dense. Donc c'est une bonne idée de... Ça peut être une bonne idée, surtout si le vin est un petit peu jeune, de le carafer pour aider les arômes à ressortir. Parce que vraiment, la merveille dans les vins blancs, c'est la gamme aromatique qu'on arrive à trouver. Il n'y a aucune interférence, c'est juste, hop, on a les arômes. Donc oui, pourquoi pas. Et on peut même carafer un vin blanc et le remettre au frais. Il n'y a aucun problème à ça. Ils ne sont pas tous fragiles. S'il était vieux, par contre, je n'oserais pas. Mais une Marsanne jeune, aucun problème. Bourgueil. Alors, les vins rouges de la vallée de la Loire, comme le Bourgueil, bon voilà, 2 questions en une réponse. Les vins rouges de la vallée de la Loire sont, pour la majeure partie, produits à partir du Cabernet Franc. Bonjour Nicole. Et le Cabernet Franc, c'est un cépage qui peut être un petit peu tannique. Ça dépend comment on le vinifie. Si on le vinifie en vin de soif, ce qu'on appelle soif, les vins faciles, on essaye d'éviter qu'il y ait trop de tanins. Du coup, ça, c'est peut-être pas forcément la peine de les carafer. Par contre, les vins un peu plus vins de garde de la vallée de la Loire, ou les cuvées de certains domaines qui sont plus conçus comme des vins de garde, à ce moment-là, si on les ouvre un peu tôt, ça vaut le coup de les carafer, encore une fois, pour que les tanins se détendent un petit peu. Voilà, pour qu'ils ne soient pas trop stressés. Qui déguste quoi? Alors, je vois qu'on a Nicole qui nous regarde, et Nicole est dans l'état de Washington aux États-Unis et il doit être 10h du matin, presque 11h. Du coup, ça m'étonnerait que Nicole soit en train de déguster un vin, mais en tout cas, ça me fait très plaisir que tu sois là. Benoît Aymar nous regarde aussi. Évidemment, ça me fait très plaisir et je pense que grâce à lui, on va avoir une belle surprise bientôt. Est-ce que je spoil ou pas? Allez, je spoil un peu. Benoît, si tu m'entends, jeudi, on va partir dans les vignes avec Benoît. Benoît est viticulteur et il a prévu de nous montrer son travail dans les vignes et nous montrer son bureau paradisiaque. Torrontés blanc d'Argentine. Marie est en train de déguster un Torrontés blanc d'Argentine. Alors là, le Torrontés, c'est la fête aux arômes. Hein. Les arômes, c'est vraiment ce qu'on aime dans le Torrontés. On a l'impression d'avoir une salade de fruits. On a vraiment des arômes hyper fruités. C'est un peu comme du muscat finalement, sauf qu'en bouche, c'est sec. Et voilà, c'est un très beau cépage argentin qui fait un peu la particularité de l'Argentine. Bonjour Jean-François qui nous regarde aussi, c'est sympa. Excusez-moi, je dis bonjour à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qui déguste quoi? Dites-moi. Ou qu'est-ce que vous allez déguster pendant votre dîner? Ou qu'est-ce que vous avez dégusté avec votre agneau tout à l'heure au déjeuner? J'aimerais bien savoir, moi. Dites. Un petit coucou, Benoît, avec un verre de Sancerre de chez Foissier. Belle référence. Très belle référence. Bravo. Ah, un Mauritsec. Oh, alors ça, c'est magnifique. Mauritsec. Salut Joanne. Mauritsec, c'est une appellation récente. Je crois qu'elle date de 2011. Effectivement, dans cette appellation, on faisait habituellement plutôt des vins doux naturels. Hein, comme les Rivesaltes, Maury. Promis pour jeudi. Pour jeudi, je rangerai mon bureau. Merci Benoît, formidable. Rendez-vous à tous jeudi. Je pense que cette fois, ce sera sur Instagram.
pour que je puisse avoir un duplex avec Benoît. On partira dans les vignes du sud-ouest pour visiter son grand terrain de jeu magnifique. Alors, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, le Maurice-Sec. Maurice-Sec. Donc, les vins doux naturels, bon, les gens aiment moins les vins sucrés, il faut le dire très honnêtement. Et du coup, les vignerons de Maury se sont dit, on a des magnifiques grenaches, on a un terroir de schiste absolument superbe. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des vins secs? Et donc, l'appellation Maurice-Sec est née. Et effectivement, on a eu un vin, les abonnés ont eu un Maurice-Sec qui était mais absolument le domaine Pouderou, sublime, tout en biodynamie, absolument, absolument magnifique. Et je suis contente que tu en parles parce que ça fait partie des vrais coups de cœur que j'ai eu et que j'étais contente de partager avec mes abonnés. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous dégustez d'autres? Bonjour Adrien. Chouette que tu sois là. Ça fait plaisir. Voilà. Attends, il y a un tout petit peu de décalage. On parlait de carafage. Donc le Maurice-Sec, oui, je complète ma phrase. Évidemment, il faut le carafer parce que c'est des vins qui sont quand même qui ont une belle densité, qui sont un peu costauds, un peu musclés. Ça vaut le coup de leur donner un petit coup d'air frais pour apaiser un petit peu les tanins. Thibaut, Côte du Roussillon Village, Caramani. Eh bien, c'est avec une souris d'agneau au thym. Magnifique, c'est la saison où le thym frais a un goût absolument extraordinaire. Les souris d'agneau, j'imagine qu'elles étaient bien confites, Thibaut. Te connaissant tes talents de cuisinier. Et bravo, ça va très très bien avec les Côtes du Roussillon Village. Caramani étant un des villages qui a droit d'indiquer son village sur l'étiquette parce que les vins se caractérisent avec plus de personnalité qu'ailleurs. Bonjour Jérémy, ça me fait plaisir que tu regardes aussi. On était un petit peu en train de discuter du pour et du contre du carafage. Et là, je posais la question aux gens qui nous regardent de savoir ce qu'ils avaient dégusté avec leur agneau sous telle ou telle forme. Parce que c'est super. Hello Marc, tu dis bonjour aussi. Bon, et bien tout ça c'est formidable. Eh bien, je vous donne rendez-vous jeudi. Jeudi, ce sera sur Instagram cette fois, juste pour être sûr que vous n'oubliez pas, ou ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Et jeudi, on sera en duplex avec Benoît Aymar, vigneron à Cahors, qui va nous emmener dans les vignes. On va pouvoir lui poser plein de questions et ça va être super. Voilà, et bien on va bientôt terminer. Petit rappel pour ceux qui nous ont rejoints, le dimanche soir en live, on suit mon cours de neurologie en 10 semaines chrono. On va voir si on va plus vite ou si on va moins vite. Donc ce livre qui a été édité chez Duno, dans lequel je raconte tout ce qu'il faut savoir sur le vin, et chapitre après chapitre. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est que à la fin de chaque chapitre, il y a les exercices pour que vous puissiez vous entraîner à la maison. Donc ça, c'est super. Donc ça, on va suivre ça tous les dimanches soirs sur Facebook. Je rappelle que je suis Marie-Dominique Bradford et que je suis la fondatrice de 3x20. 3x20 qui va fêter ses 10 ans cette année. Création en 2010, on est en 2020. J'en reviens toujours pas de cette très belle aventure pendant laquelle tous les mois on envoie à nos abonnés des vins à chaque fois différents. On n'a pas mis en 10 ans d'existence, on n'a pas mis 2 fois le même vin parce qu'on a des gens qui sont abonnés depuis le tout début et qui adorent cette récurrence et d'avoir cette
surprise qui arrive tous les mois. Alors il y a plusieurs formules d'abonnement, hein, chacun fait selon son budget mensuel. Puis évidemment, on peut racheter après les coups de cœur qu'on a préférés parmi les vins de sa box. Donc c'est un bon moyen de faire des découvertes parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que mon plus grand plaisir dans la vie, c'est de dénicher des vins qui sortent vraiment des sentiers battus. Et je vois qu'il y a plusieurs viticulteurs qui nous suivent. Yann, super, Yann évidemment, Todeschini du Château Mango et du Château Labrande. Je crois qu'on a mis tous les vins qu'on pouvait mettre dans les box de 3x20. Et évidemment, on suit après les vins dans la boutique à Paris pour garder le lien et pour garder ce suivi. Puis une fois qu'on a fait en sorte que les gens soient conquis par ces vins, ça leur fait plaisir de les retrouver à la fois dans leur cave s'ils en rachètent un petit peu et puis à la cave de Paris pour ceux qui sont plus proches localement. Du coup, voilà, je répète pour ceux qui l'ont pas vu, le jeudi c'est des duplex. J'aurai tous les jeudis un invité différent, que ce soit un vigneron ou quelqu'un qui a des choses à raconter autour du vin, pour que ce soit un peu dynamique. Et puis le dimanche soir, plutôt la version avec la prof qui vous racontera tout un tas de choses. De toute façon, c'est hyper interactif et tout ce que je souhaite, c'est que vous posiez vos questions et que vous puissiez avoir des réponses simples et efficaces. Voilà, alors je vous souhaite un très 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 bon dimanche soir, dimanche de Pâques. J'espère que vous n'aurez pas d'indigestion, que vous n'avez pas mangé trop de chocolat. En tout cas, j'ai toujours beaucoup beaucoup de plaisir à savoir que vous êtes là et à raconter toutes les belles histoires du vin. C'est infini, il n'y a absolument pas de... Il n'y a ni début ni fin, c'est des histoires qui se renouvellent et que j'adore partager avec vous. Donc je vous donne rendez-vous jeudi à 19h sur Instagram et dimanche prochain à 19h sur Facebook de 3x20. Merci à tous de m'avoir suivi. Vous pourrez partager ce live puisqu'il s'enregistre. Vous pourrez le partager avec ceux qui n'ont pas pu le regarder ou alors si vous n'avez pas pu le voir depuis le début. Je suis encore désolée pour les petits bugs techniques du démarrage, mais voilà, la connexion était mauvaise au début. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne soirée et préparez vos questions pour les prochains jours, les prochains lives, pardon, et je vous souhaite une bonne soirée. Bye.